Ladies and gentlemen, let's have another big round of applause for President. For your information, his speech will be made in French, so please refer to the receivers placed on your chairs. Thank you. Mesdames et messieurs, juste quelques mots brefs d'introduction avant de répondre à vos questions. Pour dire d'abord combien je suis heureux d'être ici, à Séoul, en Corée, au cœur de cette Asie dont on parle tant et qu'au final on connaît si mal. J'y retrouve d'anciens amis avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, comme Carl Bildt. Cette Asie qui représente un peu plus de la moitié des habitants de la planète, 4 milliards d'habitants, qui est un géant, une addition de géants économiques, et qui en même temps ne joue pas encore dans l'organisation du monde et la résolution des grands problèmes du monde, le rôle politique à l'image de son rôle économique. Et particulièrement en Corée, s'il est un pays qui a eu à souffrir du XXe siècle, c'est bien le vôtre. Connaissant une occupation, la division due au lendemain de la guerre froide, et malgré tout devenu la 15e puissance économique du monde. Et lorsque nous avons créé le G20, la question de la présence de la Corée du Sud dans le G20 ne s'est pas posée. Et pour la première fois, la Corée du Sud, qui n'appartient à aucune organisation régionale, devenait membre du club fermé du G20, ce qui était une reconnaissance de votre rôle politique. Je suis persuadé que s'il y a bien une région du monde où il va y avoir des changements d'organisation, c'est bien l'Asie. Et peut-être en conclusion, c'est ce que je voudrais vous dire, tous les continents dans le monde sont obligés de s'organiser. Nous l'avons fait en Europe, et les problèmes que nous connaissons ne sont pas dus à notre organisation, mais à notre difficulté à imaginer une nouvelle organisation. Mais regardez l'Afrique et ses 58 pays, elle n'a pas le rôle politique qu'elle devrait avoir parce qu'elle n'a pas d'organisation digne de ce nom. Regardez l'Amérique du Sud et ses 18 pays, elle n'a pas le rôle politique qu'elle devrait avoir, bien qu'elle compte des géants comme le Brésil ou des pays comme la Colombie qui marchent très bien, parce qu'il n'y a pas d'organisation régionale digne de ce nom. Je ne veux pas critiquer le Mercosur, mais ce n'est pas suffisant. Et la question se posera en Asie, naturellement, même si les différences de taille entre vous, avec des géants comme la Chine et l'Inde, posent question. Je suis persuadé que la Corée, qui est trop grande pour être petite et pas assez grande pour être un vrai grand, a un rôle leader à engager pour fédérer les pays d'Asie autour d'elle. Croyez bien que je suis heureux maintenant de répondre aux questions du Dr Chang. J'essaierai de le faire le plus librement possible. C'est l'avantage de ne plus être en situation de responsabilité, quoique même en situation de responsabilité, je n'avais pas le sentiment de ne pas être libre. Je me livre maintenant à vos questions avec beaucoup de plaisir. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much, Monsieur President. Let me now turn the mic over to you, Dr. Chang Dae-hwan, the moderator for this session. Ladies and gentlemen, Chairman Chang Dae-hwan. Let me check with your earphones first, okay? Channel 1 is Korean language, and Channel 2, English, and Channel 3, French. And
President Sarkozy. J'ai bien trouvé la chaîne 3. Okay. President Sarkozy told me, en français, il faut parler français. So I like to speak Korean. So please excuse me. President Sarkozy가 28살 때 파리 근교의 노예-슈센 시장으로 당선이 됐습니다. 그래서 예산장관, 내무장관, 경제장관, 그리고 대통령, 많은 그 경험을 쌓은 분이시고 2007년서부터 2012년까지 23대 불란서 대통령을 역임하면서 그 저성장과 그 고실업에 불란서 병을 치유하는 개혁 전도사를 자처하면서 정치, 경제, 사회, 교육 등 전 방위에 걸쳐서 개혁의 바람을 일으켰습니다. 역대 정권이 감히 생각하지도 못했던 그 연금 개혁을 비롯해서 공무원 감축, 정부 지출 동결, 강요 축소 등을 적극 추진했습니다. 그래서 노동계의 반발에 부닥쳤고 본인은 그래서 지난번 대통령 선거에 졌다고 생각을 합니다. 그렇지만은 프레지던트 사코지는 할 일은 반드시 해야 된다. 결단의 그 리더십을 실천해서 많은 그 용기를 불러일으켰습니다. 그래서 오늘은 우리 세계 주식 포럼의 주제인 Invigorating the Global Economy 여기에 필요한 용기를 같이 얘기를 해봤으면 좋겠습니다. 그리고 사코지 대통령은 다시 한번 정치를 하겠다, 또 대선에 도전해 보겠다 그런 얘기를 했습니다. 오케이, 프레지던트 사코지, 불란서 국가 리더십에서 가장 큰 문제가 뭐고 지금 이제 불란서가 리더십이 없다는 얘기를 많이 하는데 그 리더십에 대해서 좀 설명해 주시고 국가 발전을 위해서 어떤 비전을 갖고 있는지 좀 얘기를 해 주십시오. La question du leadership, c'est une des questions les plus difficiles dans vos entreprises comme à la tête de l'État. Il n'y a aucune organisation, quelle que soit sa taille, qui peut fonctionner sans leadership. Aucune. Mais qu'est-ce que c'est que le leadership? Très difficile à définir. Et le leadership vient contrecarrer l'idée que nous nous faisons de la démocratie. Je m'explique. Être un leader, c'est essayer de voir avant les autres, différemment des autres. Il y a un moment où le leader a raison avant que le consensus ne se fasse. Et la capacité du leadership, c'est de tenir sur cette ligne avant que les autres en soient convaincus. Pourquoi? Parce qu'une décision, une bonne décision aujourd'hui, c'est une décision qui est prise au bon moment. Si le consensus existe sur la décision que vous prenez, ce n'est déjà plus une bonne décision, c'est trop tard. Je m'explique. Si tout le monde est d'accord pour que vous investissiez dans un pays au moment où vous décidez d'investir, c'est déjà trop cher, il ne faut pas y aller. Alors en politique, vous voyez bien la difficulté entre la démocratie et le leadership. Car naturellement, et c'est l'un des problèmes de l'Europe, de ne pouvoir décider que par consensus. Si vous décidez que par consensus, cela veut dire que vous ne décidez que lorsque tout le monde est d'accord. C'est déjà trop tard. Dans mon pays, comme d'ailleurs dans la plupart des grandes nations industrielles qui ont un passé, le frein à la réforme n'est pas le peuple. Le frein à la réforme, ce sont les corps intermédiaires et les élites. Beaucoup plus que le peuple lui-même.
Et dans les 5 années où j'ai été président, j'ai eu beaucoup plus de problèmes avec les corps intermédiaires qu'avec le peuple lui-même. Bon, bien sûr, en France, il y a des manifestations. C'est peut-être le pays où on en a le plus qu'en Corée. De ce côté-là, on se sent si proche des Coréens. Mais le frein, dans vos entreprises, c'est plus les cadres. Dans nos États, c'est plus les corps intermédiaires. Et si j'avais, Dr. Chang, à dire une chose sur le principal problème français, c'est sans doute le niveau de nos dépenses publiques. Parce qu'au moment où nous étions une des puissances économiques incontournables, avec les avantages de la puissance industrielle, sans les inconvénients d'une grande concurrence, nous avons établi un système social auquel, naturellement, les gens sont habitués, qui a généré un montant de dépenses publiques qui pèse aujourd'hui sur la croissance et sur le secteur privé. La question centrale pour nous, comme pour un certain nombre de pays européens, c'est de maîtriser, de diminuer le poids des dépenses publiques qui pèsent sur le secteur privé. Alors évidemment, plus votre histoire est longue, plus ce poids est grand, et plus l'habitude des avantages acquis est grand. C'est sans doute, me semble-t-il, la question la plus difficile pour l'avenir. 제가 세계 지식 포럼을 15년 전에 만든 이유 중에 하나는 한국에 데몬스트레이션이 너무 많아가지고 이것을 어떻게 하면 지식 기반 사회로 만들면 어떡할까 그런 생각에서 사실은 제가 세계 지식 포럼을 만들었습니다. 그렇지만은 불란서나 한국이 데몬스트레이션은 많은데 그래도 발전하는 나라입니다. 그래서 이번에 2번째 혹시 대권을 잡으시면은 구체적인 대안, 예를 들어서 아베는 총리를 첫 번째 하고 나서 그동안 많은 기간 동안 공부를 열심히 했어요. 그래서 굉장히 구체적인 세계의 화살을 만들어내고 지금도 일본에서 개혁을 하고 있습니다. 불란서도 아마 그런 개혁이 필요할 것 같은데 구체적인 정책 대안, 또 만약에 불란서 리더가 되시면은 가장 먼저 하고 싶은 일이 뭔지 한번 말씀해 주십시오. Regardez le Dr. Chang, il annonce ma candidature. J'ai un sacré porte-parole. Bon, nous n'en sommes pas là. Peut-être d'abord, pour la France comme pour tant d'autres pays, les idées nouvelles sont le trésor le plus difficile et le plus important à constituer. Le monde a changé dans des proportions considérables. Les vieilles recettes ne sont plus suffisantes. Nous sommes en compétition dans tous les domaines et à chaque instant. Tout se sait. Ça n'a jamais été aussi complexe et jamais les peuples du monde n'ont attendu des résultats aussi rapidement. Il faut trouver de nouvelles solutions. On pourrait en parler. Mais le plus important et le plus difficile peut-être, c'est que les pays à histoire ancienne, à longue tradition historique, comprennent qu'ils ont encore un avenir et un espoir dans le monde d'aujourd'hui. Peut-être que la question la plus difficile pour nous,
c'est comment les peuples qui ont été pendant des siècles les premières nations du monde peuvent-ils avoir faim de conquête économique, de rêves, comme ceux, les peuples, qui n'ont jamais connu la puissance dans leur pays. Vous comprenez bien que ce n'est pas une question simplement psychologique. Tout d'un coup, vous devenez une grande puissance. Vous avez un appétit pour le monde extraordinaire. Mais quand vous venez d'un pays qui a eu la chance pendant des siècles d'être un des grands du monde et qui se trouve confronté à une concurrence à laquelle il n'était pas habitué, la question de l'espérance, de la confiance dans son modèle, de l'avenir de son pays est beaucoup plus difficile. Et peut-être, Dr. Chang, que ce n'est pas une question technique de telle ou telle mesure, mais que celui ou celle qui aura le leadership doit rendre confiance aux vieilles nations. L'avenir appartient aussi aux vieilles nations, pas simplement aux nouvelles. Et si vous me permettez cette image, vous qui êtes des chefs d'entreprise, peut-être que le problème est le même. Quand vous êtes les champions sur un marché, depuis des années, garder l'envie de rester le premier est plus difficile que quand vous êtes un challenger qui arrive tout nouveau, tout neuf sur le marché. Le risque d'être le premier et d'avoir le sentiment d'être imbattable, il est le même pour les nations du monde qui, au XIXe siècle et au XXe siècle, étaient en première division. Et c'est peut-être pour moi le challenge le plus difficile, convaincre le peuple de France, comme un certain nombre de peuples d'Europe, qu'il y a un avenir pour eux. Que ce que nos grands-parents ont fait dans le passé, on peut le faire nous aussi dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est une question que vous, en Asie, vous n'avez pas. Parce qu'en Asie, le XXIe siècle, vous savez que c'est le vôtre. Nous, en Europe, XXIe siècle, on doit réapprendre à se faire une place, je veux dire, une des premières places. 오케이. 사코지 대통령이 지금 말씀하시는 거는 어떻게 보면 지정학적인 정치 세력의 변화, 경제 세력의 변화 이렇게 지금 생각이 되는데 최근에 러시아의 푸틴이라든가 중국의 시진핑, 일본의 아베 이 사람들이 주장하는 것 중에 하나가 나는 조국의 힘과 영광을 되돌리고 싶다 이런 얘기를 많이 합니다. 그런데 어떻게 보면 굉장히 위험하죠. 또 최근에 중진국들 코리아, 멕시코, 터키, 인도네시아, 오스트레일리아 이 5나라가 좀 더 모여서 중진국의 목소리를 내보자 이런 미팅도 있습니다. 그래서 이게 지금 전 세계가 좀 위험해지는 것이 아닌가 혹시 전쟁에 어떤 위기는 없는가 이런 것을 사코지 대통령한테 여쭤보고 싶습니다. Si vous avez une question simple, n'hésitez pas à me la poser, parce que celle-là, elle n'est pas simple du tout. Je pense que les peuples ont une mémoire. Et on ne comprend rien, me semble-t-il, à la position de M. Poutine aujourd'hui, si on oublie ce qu'a vécu la Russie au travers de l'Union soviétique ces 30 ou 40 dernières années. Voilà la Russie
qui a perdu près de 40% de son territoire sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Il y a peut-être que la Serbie qui a connu un sort pareil à la fin du XXe siècle. Et forcément, il y a un sentiment d'humiliation nationale qui porte sur la mémoire collective de ce peuple. Et moi, je fais un lien, c'est pas pour lui donner raison, entre la question, l'attitude de M. Poutine et de la Russie sur l'Ukraine et ce qui s'est passé avec l'Union soviétique, feu l'Union soviétique, sur ces 30 ou 40 dernières années. Et vous regardez le Japon, l'émergence de la Chine, si proche du Japon, la compétition entre ces deux pays, depuis si longtemps, influe sur la politique des dirigeants japonais. Mais le risque de confrontation, il existe. Il a toujours existé. Comment y répond-on? Moi, je ne crois pas que la question entre l'Allemagne et la France, de la guerre de 1940 ou de la guerre de 1914, c'était parce qu'on est tombé sur deux mauvaises générations. On se tromperait si on pensait ça. La génération d'Hitler en Allemagne, c'est la génération de Thomas Mann. La génération de Pétain en France, c'est la génération de Proust. Savez-vous que la France et l'Allemagne se sont affrontés pendant 3 siècles, tous les 30 ans? Tous les 30 ans. Est-ce que vous croyez qu'on s'est affrontés parce qu'on n'avait que des mauvaises générations? Non. Parce que quand vous êtes deux puissances dans le même environnement, le risque d'affrontement, il est extrêmement fort. Comment y répond-on? Nous, en Europe, on y a répondu par l'Union européenne. Est-ce que vous savez, mes chers amis d'Asie, que l'Europe, de tout temps, a été le continent le plus cruel et le plus violent du monde? Le continent où les guerres ont été les pires, mais ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas l'Asie, ce n'est pas l'Amérique latine, c'est l'Europe. Et ce n'est pas au Moyen-Âge, c'est hier, au XXe siècle. En Europe, on s'est battus, les Anglais et les Français et les Allemands, les Français et les Espagnols. On s'est entretués sans discontinuer jusqu'à ce que nous fassions l'Union européenne. L'Europe n'est devenue un continent stable, en paix, que parce que nous avons voulu l'Union européenne. Et pourquoi nous pensons en Europe que l'Union européenne ne peut pas exploser, ne peut pas se terminer? Ce n'est pas pour des raisons économiques, parce que l'Union européenne, ça n'a pas empêché le chômage. Ce n'est pas pour des raisons monétaires ou financières. Nous ne pouvons céder sur l'Europe, parce que si l'Europe explose, c'est la guerre qui revient. Elle est là l'enjeu. Et pour vous, en Asie, comme avec les pays dont vous avez parlé, la question comment éviter qu'un incident devienne un drame en mer de Chine ou ailleurs, il y a une seule solution, il n'y en a pas deux, une. Créer une organisation régionale qui renforce la discussion entre les gouvernements et entre les peuples, qui permet de trouver, avant un conflit ou un incident, les voies de la résolution de ce conflit, qui organise les échanges entre les jeunes de vos pays. Quand l'Europe regarde l'Asie, les Européens disent c'est tous les mêmes. Et moi je sais qu'ici en Asie, il y a plus de différences entre les Coréens, les Japonais, les Chinois qu'il n'y a de différences entre les Italiens, les Anglais et les Français. C'est ça la réalité, que nous ne connaissons pas, vue d'Europe. Mais la seule réponse à la compétition économique
à la proximité géographique, au risque de dérapage d'un gouvernement ou d'un autre, c'est d'imaginer des structures régionales qui apaisent les conflits parce qu'elles organisent le dialogue. Avec le poids des médias, cher Dr Chang, chaque incident devient un drame. S'il n'y a pas une structure pour discuter, une habitude de la discussion, un lieu de rencontre obligé, si on n'a pas échangé les étudiants, échangé les médecins, échangé les touristes, échangé les entreprises, quand le drame arrive, quand le problème arrive, sous la pression médiatique, c'est l'escalade de la violence. C'est pourquoi imaginer une structure régionale, c'est ce qu'il y a de plus important. Et vous, les Coréens, vous êtes mieux placés que les autres pour l'imaginer. Parce que si c'est un des très grands, un des géants d'Asie qui l'imagine, les autres vont se dire, ils imaginent cette organisation pour nous dominer. Si c'est vous, à la place qui est la vôtre, avec vos 50 millions d'habitants, et quand la réunification aura lieu, ce dont je ne doute pas, il y aura la réunification des Corées. C'est une question de temps, et quand ça arrivera beaucoup plus brutalement que vous l'imaginez. Le rôle de la Corée, avec ses 70 ou 80 millions d'habitants, sera absolument central, car vous êtes assez fort pour parler haut, mais vous n'êtes pas assez fort pour faire peur à vos voisins. C'est donc à vous, avec d'autres pays de même nature, de même importance, d'entraîner ce mouvement d'union. De la même façon que je pense en Amérique du Sud, que ce n'est pas forcément le Brésil qui peut montrer l'exemple de l'union, c'est d'autres pays, moins forts, de taille moyenne, qui doivent entraîner l'unité d'un gouvernement, d'un continent, et je termine par là, ça amènera à une réforme certaine des Nations Unies. C'est un Coréen qui est secrétaire général aujourd'hui. Et qu'il me soit permis de dire un mot là-dessus, je ne crois pas à la règle de l'unanimité, comme je ne crois pas à la règle du consensus. La maladie des Nations Unies aujourd'hui, c'est la décision à l'unanimité. Comment voulez-vous que 193 pays soient d'accord pour décider? Comme ils ne sont jamais d'accord, on ne décide pas. Il va falloir passer à la règle de la majorité. 지금 사코지 대통령의 아이디어를 제가 잘 알고 있는 UN 사무총장 반기문 씨한테 전달을 하겠습니다. 지금 이제 정치 문제를 Dr. Chang, je crains qu'il ne l'ait déjà reçu. Parce que quand moi j'aime beaucoup, okay. Moi j'aime beaucoup M. Ban Ki-moon. Mais quand j'ai créé le G20, M. Ban Ki-moon m'a demandé pourquoi crées-tu une organisation concurrente aux Nations Unies? Et je lui avais dit que ce n'était pas une concurrence, mais que les Nations Unies, avec la règle de l'unanimité, ne pouvaient plus arbitrer les grandes questions du monde. Et ne vous trompez pas pour le G20. La grande réforme du G20 nécessaire, c'est de passer de l'unanimité à la majorité. Alors, juste un mot, Dr. Chang. Je ne dis pas qu'avec la règle de la majorité, on doit imposer à un pays une décision qu'il ne veut pas. Mais par la règle du vote à la majorité, cela veut dire que les pays qui ne sont pas d'accord dans la minorité ne se verraient pas appliquer la politique, mais qu'ils n'auraient pas le droit d'empêcher les pays de la majorité d'avancer. Et j'avais dit à Ban Ki-moon, que j'apprécie beaucoup et que j'admire, que ce n'est pas moi qui détruisais les Nations Unies, que les Nations Unies se détruisaient toutes seules. Parce que quand on ne décide pas, parce qu'on ne peut plus décider, la question de la légitimité d'une institution se trouve posée. 우리 사코지 대통령이 G8은 물론 그 G20 의장직을 수행했습니다. 그래서 이 G20의 미래에 대해서 많이 알고 계시고 하지만은 이번 질문은 경제 문제에 대해서 좀 말씀을 듣고 싶습니다.
군사 전쟁 이런 거는 피해야 되겠지만은 지금 경제적으로 사실은 전쟁이 일어나고 있습니다. 경제 전쟁, 특히 그 통화 전쟁 이런 문제가 많이 있는데 예를 들어서 지금 중국의 돈, 차이나 머니가 유럽에 가서 많은 투자를 하고 있습니다. 그래서 이것을 빗대서 마셜 플랜, Chinese Marshall Plan 2.0 뭐 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 여기에 대해서 유럽 사람들은 좀 어떻게 좀 불안하신가요? 어떤 생각을 가지고 계세요? Bon, moi, j'ai beaucoup fait pour le traité de libre-échange entre la Corée et l'Europe. Je crois à la liberté des échanges. Là, vous me posez des questions, est-ce qu'il y a des inquiétudes vis-à-vis de la Chine? Oui et non. Parce que ça sert à quoi d'être inquiet? La Chine est une réalité. Elle est une réalité pour vous. Que serait l'économie coréenne sans la Chine? Je veux dire que si demain la Chine avait un problème économique majeur, est-ce que ça ne créerait pas un drame économique en Corée? Bien sûr que oui. Nous dépendons tous les uns des autres. Il y a un côté un peu schizophrénique. Quand la Chine va trop bien, on s'en inquiète. Et quand elle donne des signes de faiblesse, on s'en inquiète encore plus. La vérité, c'est qu'il faut faire avec. Le monde est ainsi fait. Pendant des siècles, le monde a été dominé par un tout petit groupe de pays. Pendant quelques décennies, le monde a été dominé par 2 pays. Maintenant, le monde est multipolaire. Il ne faut pas craindre l'émergence de ces puissances comme la Chine. Moi, je pense que le problème, c'est que justement, ces nouvelles puissances économiques n'exercent pas assez leur rôle monétaire et leur rôle politique. Je m'explique. La Chine, le Brésil, l'Inde, le Mexique, à une certaine mesure, l'Afrique du Sud ou le Nigeria, sont devenus des géants économiques incontournables. Le problème, c'est qu'ils doivent prendre à leur compte la résolution des problèmes politiques et monétaires du monde. La question n'est pas de dire la Chine est trop puissante. La Chine, c'est 1,3 milliard d'habitants. Ne leur demandez pas de devenir moins puissants. Ils n'ont pas le choix. 1% de croissance, c'est 1 million d'habitants, 1 million d'emplois. Ils doivent trouver 20 millions d'emplois chaque année. Quand ils sont à 10% de croissance, pour nous, c'est immense. Pour eux, c'est la moitié de ce qu'ils devraient avoir. Le problème n'est donc pas là. Le problème, c'est bien au contraire que ce pouvoir économique exerce, au même titre que les États-Unis, au même titre que la France, au même titre que les autres grandes nations du monde, les responsabilités politiques des problèmes du monde environnementaux, des problèmes du monde de stabilité monétaire. Autrement dit, on ne peut pas être un géant économique et donner le sentiment de refuser de prendre sa part de la résolution des problèmes politiques, des problèmes environnementaux, des problèmes monétaires, d'organisation et de stabilité du monde. On ne peut pas dire « je conquiers tous les marchés économiques du monde », mais sur la politique, sur la monnaie, sur l'environnement, sur la paix, ne me demandez pas mon avis, ça ne me concerne pas. Il est là le problème. Il n'est pas dans l'hyperpuissance économique. Il est dans une hyperpuissance économique qui refuserait de stabiliser le monde en ne prenant pas sa part des décisions que tous les grands du monde doivent prendre. Je peux prendre d'autres exemples. Est-ce que vous ne croyez pas que le poids politique de la Chine est majeur dans la résolution du problème de la Corée du Nord? Si un jour la Chine devait décider que les souffrances imposées à la Corée du Nord, c'est un scandale
Combien de temps donnez-vous au régime de Corée du Nord? Et pour l'affaire monétaire, ne reprochons pas aux Chinois de faire ce que d'autres font. Ça serait trop facile. Moi, pendant des années, quand j'étais étudiant, on m'expliquait, une monnaie forte, c'est quand il y a une économie forte. Parfait. Ben, c'est tout le contraire aujourd'hui. Vous avez une économie forte, les États-Unis, et un dollar, ça va mieux ces temps-ci, mais qu'un dollar plutôt faible par rapport à la force de l'économie. Vous avez une économie chinoise très forte et un yuan qui ne l'est pas assez. Donc ne reprochons pas aux uns de faire ce que font les autres, utiliser leur monnaie comme un instrument de puissance commerciale. Demandons aux nouveaux géants économiques de prendre toute leur place dans la résolution des affaires politiques. C'est la raison pour laquelle je n'ai plus voulu du G8. Car vous vous rendez compte, quand je suis devenu président, on pensait résoudre les problèmes du monde sans la Chine, sans l'Inde, sans un seul pays africain, sans que l'Asie, à part la Chine, ait un représentant permanent au Conseil de sécurité. Il était évident que le nombre de membres permanents du Conseil de sécurité doit augmenter, que l'Asie doit avoir plusieurs membres permanents, enfin 4 milliards d'habitants, il me semble que ce n'est pas un détail. Et que chaque région du monde doit avoir une façon de désigner ses membres permanents adaptée à son histoire. Naturellement qu'on ne va pas dire que la Chine n'est plus membre permanent. Mais peut-être faut-il élire celui ou celle d'entre vous, pays asiatiques, qui en plus représentera l'Asie. L'Afrique, c'est 1 milliard d'habitants. Dans 30 ans, 2 milliards d'habitants. On va continuer à avoir un Conseil de sécurité où l'Afrique n'a pas de membre permanent. 2 milliards d'habitants dans 30 ans. Donc, voyez-vous, quitte à vous étonner, je pense que le problème de la Chine ou d'autres pays n'est pas sa puissance économique, mais une puissance économique sans prendre sa part des responsabilités politiques, monétaires, environnementales, de paix ou de guerre dans le monde. 사코지 대통령이 예산 장관도 했고 재정 장관도 했고 그래서 세금 문제에 대해서 많이 하는 것 같습니다. 그런데 이제 최근에 그 피케티 교수가 서울에 와서 전 세계 부자한테 세금 폭탄을 때려야 되겠다. 80%의 세금을 생각을 해야 된다. 이런 얘기를 했는데 세금에 대한 어떤 그 철학이 있으세요, 우리 사코지 대통령? C'est une maladie un petit peu française que de vouloir exporter ce qui ne marche pas chez nous, chez les autres. Heureusement qu'il est professeur, qu'est-ce que ça serait s'il n'était qu'élève? Il est socialiste, c'est un homme de grande qualité, mais qui est socialiste. Donc pour les socialistes, c'est très simple. Si on est injuste avec tout le monde, on est injuste avec personne. Comprenez-moi, si vous êtes tous en retard, personne n'est à l'heure. Donc c'est juste. Ce n'est pas du tout ma philosophie des choses. Moi, je viens parler au forum de la connaissance. Moi, je crois que tout se joue sur le progrès, la connaissance, l'investissement. Quand vous avez la chance dans un pays d'avoir un Bill Gates ou un Steve Jobs, c'est pas anormal que ces gens qui ont créé beaucoup de richesses aient un patrimoine qui leur appartient.
sur l'impôt sur le capital, je comprends qu'on soit pour l'impôt sur le capital. Ça a du sens. Mais dans ce cas-là, il faut sortir d'Europe. Parce que si vous êtes le seul pays avec un autre à avoir un impôt sur le capital, vous faites fuir tous les capitaux de France. Donc, moi, je peux être d'accord avec toutes les idées, mais il faut être cohérent. Si on est pour l'Europe, et je suis pour l'Europe, il ne faut pas avoir la fiscalité la pire d'Europe, sinon vous faites partir les capitaux, les personnes. Si vous voulez avoir la fiscalité la pire d'Europe, vous sortez d'Europe et vous gardez votre fiscalité. Mais de là à dire la fiscalité qui a créé tant de problèmes en France, chers amis du monde entier, nous allons vous en faire cadeau, je ne suis pas sûr que c'est la bonne stratégie. C'est peut-être la différence entre les pragmatiques et les intellectuels. Parce que les pragmatiques, ils créent des richesses, les intellectuels, ils vous expliquent comment on aurait pu créer plus de richesses. Mais enfin, tant qu'il y aura des docteurs Chang merveilleux pour inviter au Forum de la connaissance ceux qui savent vous expliquer comment on aurait pu faire, fantastique. Vous savez, moi, quand j'étais président, je vais raconter une anecdote, je me suis dit, il y a des économistes fantastiques. Et arrive la crise de 2008, je vais réunir les 10 meilleurs économistes du monde et je vais savoir quoi faire. Ben, je les ai réunis 2 fois. Pas 3, 2. C'était formidable. Je savais tout sur les crises d'il y a un siècle. Ils savaient tout parfaitement expliquer pourquoi ça s'était passé. Mais quand je leur disais, et demain matin, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous êtes chef de l'État qui a une crise, il faut prendre des décisions. Il faut être rapide. Bon. Peut-être que parfois, quand on est trop intelligent, c'est un problème. 오케이. 어저께 그 노벨 경제학상 발표가 있었는데 불란서 경제학자가 노벨상을 받았습니다. 제가 참고로 말씀드리고 이제 시간이 다 돼서 제가 이제 좀 이따 또 우리 박근혜 대통령을 모시러 나가야 되기 때문에 이제 정리를 해보겠습니다. 그래서 청중으로부터 우리가 많은 질문을 받았는데 그 중에 상당 부분은 마담 칼라 브루니는 요새 어떻게 계시느냐 거기에 대해서 안부를 묻는 질문이 많았고 Mais à votre place, j'aurais posé la même question. 그 다음에 좀 더 심각한 질문을 우리가 비디오로 떴습니다. 그래서 먼저 동영상부터 보시겠습니다. Let's watch the video first, okay? Monsieur le Président, la France, en tant que nation, a une image de marque reconnue dans le monde entier et particulièrement en Corée. Elle concerne tous les domaines et est souvent labellisée French Touch. Beaucoup de pays, y compris la Corée, tentent de construire également une image de marque nationale forte. Néanmoins, cela semble difficile pour ces pays d'obtenir les mêmes résultats en ce domaine que la France. Quelles sont les raisons? Quel est le savoir-faire, d'après vous, qui ont permis à la France de jouir d'une telle reconnaissance en matière d'image globale? Je vous remercie. Bon, avant de répondre, je voudrais dire juste un mot sur la question du prix Nobel et des intellectuels. Les intellectuels, c'est très important.
mais c'est très important pour comprendre après ce qui s'est passé avant. Non pas pour prédire l'avenir. Parce que ceux qui sont au contact des problèmes et du marché ont une telle urgence de réaction que forcément, ils comprennent mieux. Sur la France, je crois deux choses. D'abord que la France n'est pas une page blanche. Nous avons une histoire. Et que rien ne remplace l'ancienneté d'une histoire. Pour une entreprise comme pour un pays. Parce que, au fond, la chose la plus difficile à construire, c'est de la confiance. La confiance. Et la meilleure façon de construire la confiance, c'est la durée. Dans un couple, dans une famille, pour une entreprise, pour un pays. Et la longue histoire permet de construire une durée, permet de construire une confiance dans la durée. Et deuxième chose, je crois aussi à la qualité de la formation de la main-d'œuvre française. Donc tout le défi pour nous, c'est de garder nos avantages tout en corrigeant nos faiblesses. La première faiblesse, c'est le niveau des dépenses publiques, mais la seconde, c'est que quelles que soient nos qualités, notre intelligence et notre talent, nous ne pourrons pas gagner la compétition dans le monde d'aujourd'hui en travaillant beaucoup moins que les autres. Le meilleur élève de la classe, si structurellement il travaille beaucoup moins que les autres, il y a un jour où il ne deviendra plus le meilleur élève de la classe. La question de la quantité, elle est aussi clairement posée, mais la marque France, la culture de la France, les infrastructures de la France, la beauté des paysages de la France, la qualité des entreprises françaises, ça compte. Mais c'est le produit de l'histoire. Moi, je voudrais qu'on pense à ce que sera le produit de l'avenir. Ceux qui nous ont précédés nous ont légué ça. J'aimerais que nous soyons capables de léguer quelque chose. Nous avons des chefs d'entreprise remarquables, nous avons des entreprises remarquables. À nous d'adapter notre système d'aujourd'hui pour dire que ce système est aussi remarquable que nos entreprises. Je n'en suis pas sûr aujourd'hui. 이제 시간이 거진 다 끝나가지고 Mais j'ai pas compris la question sur Carla Bruni. Ah, please. Ah, please. Ah. Je sais qu'elle serait très heureuse de venir chanter ici, à Séoul. Bon. Et vous savez, c'est très intéressant aussi, et c'est très révélateur des couples et des familles. Souvent, on m'a dit, mais on l'interroge sur mon métier, elle, et moi sur le sien. Mais c'est ça, la vie moderne. C'est-à-dire un couple, je ne dirais pas absolument comme les autres, mais où la femme travaille, où l'homme travaille. Et pour vos enfants, ce que je peux vous souhaiter de plus beau, c'est que la carrière de l'homme ne vienne pas détruire la carrière de la femme, ou la carrière de la femme ne soit pas fonction de la carrière de l'homme. Ça, ce sont les schémas d'hier. Ce n'est pas les schémas d'aujourd'hui. Est-ce que vous souhaiteriez, si vous avez des filles, que tout leur avenir dépende uniquement du métier de leur mari? Et au fond, le problème s'était posé pour nous. Ce n'est pas parce que je devenais président de la République que ma femme devait arrêter son métier. Et ce n'est pas parce que je suis dans la politique, pas tout à fait socialiste, que des gens de gauche ne pourraient pas aimer la musique de ma femme. Mais au-delà du seul cas de ma famille, qui n'a aucun intérêt, c'est une réflexion pour tous les jeunes dans le monde. Comment mener chacun une carrière sans que la femme disparaisse derrière l'homme? C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et à ceux qui disent qu'elle aurait dû arrêter son métier parce que j'étais dans la politique, quelle idée se font-ils de la femme, de la liberté de la femme, de l'indépendance de la femme,
de la crédibilité de la femme. On n'est plus au Moyen-Âge. Et je le dis ici, en Asie, parce que je suis persuadé que le problème se posera aussi pour vous, mais à tous les niveaux. Est-ce que la femme d'un ambassadeur n'a plus le droit de travailler parce que son mari est ambassadeur? Est-ce que la femme d'un chef d'entreprise n'a pas le droit de travailler parce que son mari voyage? Je vois que je rencontre des situations particulières. Merci. 이번 사코지 대통령을 초청을 할 때 제가 마담 브루니도 초청을 할까 말까 굉장히 고민을 했습니다. 근데 이제 제가 잠깐 참았던 이유는 마담 브루니가 모든 스팟라이트를 받아버리면은 나의 그 메인 게스트 스피커가 약간 문제가 생깁니다. 그래서 제가 따로따로 초청을 해야 되겠다. I might invite you, Madame Bruni, next time, okay? Si vous l'invitez l'année prochaine pour le Forum de la Connaissance, je serai au premier rang et vous verrez qu'elle a beaucoup de choses à dire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yeah, merci beaucoup. Yeah.